On dit souvent que la plus grande erreur que l'on puisse commettre est la peur de se tromper. Pourtant, dans le domaine de la construction, il est essentiel d'éviter les erreurs. De telles erreurs peuvent conduire non seulement à des situations dangereuses, mais aussi à des coûts financiers importants. Pont de Tacoma, dans l'État de Washington, ouvert à la circulation en juillet de l'année 1940, en est un excellent exemple. À l'époque, il était considéré comme le troisième pont le plus long du monde. Il est rapidement apparu que le pont présentait de graves défauts de conception. Pendant la construction, les ouvriers l'ont baptisé Galloping Gertie. En raison de la faible hauteur de la poutre, la route se balançait considérablement les jours de grand vent. L'amplitude du balancement était énorme. À plusieurs mètres de distance, le pont donnait l'impression d'être en pâte à modeler, pliant sous le fait du vent. Curieusement, le pont de Tacoma Narrows est resté ouvert sans être réparé. Les conducteurs étaient toujours autorisés à l'emprunter. Certains y ont vu un défi et ont délibérément emprunté le pont. Bien qu'il y ait eu beaucoup de voitures, aucun accident majeur ne s'est produit, et les gens se sont habitués à l'idée de ce que l'on appelle le pont mobile. Un jour, un ouragan a frappé, ce qui a été désastreux pour le pont Tacoma Narrows. Sous le fait du vent, une grande partie de la structure est tombée dans l'eau et s'est brisée en plusieurs morceaux. Après que les éléments se soient calmés, le démantèlement des pylônes et des travées a commencé jusqu'en mai 1943. 14 octobre 1950, le pont reconstruit, baptisé Westbound, a été officiellement inauguré. La catastrophe la plus importante dans le domaine de la construction en termes de victimes avant le septembre 11e 2000 a été l'effondrement tragique du centre commercial Sampong Mall en 1995, situé en Corée du Sud. Ce jour-là, 502 personnes ont perdu la vie et 937 ont été blessées. La cause première de cette tragédie a été attribuée à de graves défauts de conception. Dans les années qui ont précédé les Jeux Olympiques, en 1988, Séoul a connu un boom de la construction. Tous les projets n'impliquaient que des entreprises locales. En effet, le gouvernement interdisait les contrats internationaux. Les structures ont été construites rapidement grâce aux nombreuses commandes des entrepreneurs. Au départ, un complexe résidentiel de 4 étages était prévu, mais un accord corrompu entre le futur directeur et l'administration du district a conduit à la décision de construire un centre commercial à la place. En raison de l'évolution des conditions d'exploitation, il a été décidé de supprimer certaines colonnes de soutien afin d'ajouter un escalier mécanique et de construire un étage supplémentaire. L'entrepreneur ayant refusé d'effectuer ces changements, le futur directeur l'a licencié et a terminé la construction avec sa propre entreprise. Le directeur et son entreprise ont non seulement modifié la conception, mais ils ont également réduit le diamètre de 8 des 20 colonnes de soutien et augmenté l'espacement entre elles. Le nombre de barres de renforcement dans les colonnes de soutien a été réduit de moitié, tandis que l'épaisseur du toit a été multipliée par 1,5 fois. En outre, le chauffage par le sol au 5e étage a ajouté des charges structurelles supplémentaires. En conséquence, la charge totale du bâtiment a doublé et la capacité de charge des colonnes a chuté de plus de 20. Inévitablement, avec de telles erreurs, le bâtiment n'a pas pu supporter la charge, ce qui a conduit à la catastrophe. D'autres facteurs ont également eu un impact sur la situation. En 1994, l'agence bancaire a été déplacée du 2e au 1er étage, et une librairie a pris sa place. Le poids des étagères a provoqué des fissures dans le hall d'entrée. Bien que le magasin ait fermé ses portes un an plus tard, les fissures n'ont cessé de s'agrandir. Le jour de la catastrophe, le directeur du centre commercial a tenté de résoudre le problème en convoquant une réunion d'urgence. Après le signalement d'un affaissement du plancher et du plafond au 5e étage, une inspection a révélé la présence d'une grande fissure dans un support. Direction du centre commercial, incertaine de la gravité de la situation, a rejeté l'idée d'évacuer les clients et le personnel. Un ingénieur a proposé de procéder aux réparations sans fermer le centre commercial. Sans dire qu'il s'agissait d'une erreur désastreuse. Dans la soirée du même jour, le bâtiment s'est tragiquement effondré, faisant de nombreuses victimes. À aucun moment la direction n'a ordonné d'évacuer les lieux. Ce sont en fait les employés du centre commercial qui ont décidé d'évacuer les lieux quelques minutes avant la catastrophe. La Chine est réputée pour ses projets de construction incroyablement rapides et efficaces. En tant que nation la plus peuplée du monde, elle doit constamment répondre à la demande croissante de logements et d'infrastructures. Par exemple, en 2021, la Chine a construit plus de 6 millions d'unités de logements, faisant de ces secteurs de la construction et de l'immobilier les plus importants et les plus avancés au monde. Néanmoins, l'ampleur du secteur, les délais serrés
et les retours sur investissement rapides ont conduit à des incidents de construction malheureux et parfois catastrophiques. L'un des incidents de construction les plus connus est l'effondrement d'un immeuble d'habitation entier dans le complexe Lotus Riverside à Shanghai. Matin du 27 juin 2009, les habitants de Shanghai ont entendu un grand bruit lorsque l'immeuble de 13 étages s'est effondré. Nouveau bâtiment, presque entièrement intact, a basculé sur le côté, évitant miraculeusement de heurter les bâtiments voisins. Malheureusement, un ouvrier qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment à ce moment-là a été tué. Une première enquête sur l'incident a révélé que des travaux de creusement importants dans le garage souterrain pourraient être à l'origine de l'effondrement du bâtiment. Le rapport indiquait que les fondations étaient compromises. L'enlèvement de la terre a entraîné l'effondrement de la berge, mélangeant l'eau à la terre. Cela a provoqué l'érosion et l'affaiblissement du bâtiment, ce qui a entraîné sa chute. De plus, l'enquête a révélé un problème majeur au sein de l'industrie, au-delà des fondations affaiblies. L'entreprise responsable du projet avait été avertie des dangers potentiels avant que l'incident ne se produise. Plus tard, il a été révélé que la société de supervision avait été engagée par l'entreprise de construction elle-même. Tout problème était signalé directement à l'entreprise de construction. En raison de ce conflit d'intérêts, l'entreprise de construction pouvait retarder ou réduire les paiements à la société de supervision si des problèmes étaient signalés à la suite de l'effondrement du bâtiment. Au total, 9 personnes importantes associées à Shanghai Zhongxin Construction ont été placées en garde à vue en vue d'une enquête plus approfondie. En outre, de nombreuses personnes qui avaient acheté des biens immobiliers à ce promoteur ont demandé des remboursements ou des compensations à la suite de l'incident. Le gratte-ciel Intempo, situé à Benidorm, en Espagne, culmine à 187 mètres et compte 47 étages, ce qui en fait l'immeuble résidentiel le plus haut d'Europe. La construction a débuté en 2006 grâce à un prêt de 92 millions d'euros accordé par la Caixa Galicia, une caisse d'épargne espagnole. Au départ, il était prévu de terminer les travaux en 3 ans, mais la crise mondiale de 2008 a considérablement ralenti la progression des travaux. Un an après le début des travaux, la construction s'est brusquement arrêtée lorsque l'entreprise chargée du projet a fait faillite. Le gratte-ciel a attiré l'attention des médias en raison d'une rumeur, selon laquelle il n'y aurait pas d'ascenseur. Un journal espagnol a rapporté cette rumeur qui s'est rapidement propagée à d'autres médias. Cependant, cette rumeur a été rapidement démentie, et le directeur des ventes Rafael Balesta a répondu verbalement « Nous construisons le plus haut gratte-ciel résidentiel d'Europe. » Comment cela pourrait-il être possible sans ascenseur? Même si cette histoire s'est avérée fausse, tout n'a pas été parfait dans ce projet. En 2010, la construction d'Intempo a repris sous une nouvelle direction. Rapidement, d'autres problèmes sont apparus. Au bout de 4 mois, les travailleurs ont menacé de faire grève en raison de salaires impayés. Lorsque l'ascenseur a été activé pour les travailleurs du chantier, il a mal fonctionné avec 13 personnes à l'intérieur. Heureusement, les freins d'urgence se sont enclenchés, évitant la catastrophe, et seuls 2 travailleurs ont dû être hospitalisés. Le marché immobilier espagnol a rebondi après la crise financière, ce qui rend les perspectives de construction d'Intempo prometteuses. Son achèvement était prévu pour le début de l'année 2000, mais 1 an avant cette date, les architectes du projet ont soudainement démissionné, sans donner d'explication. 1 an plus tard, le propriétaire du projet a fait faillite, ce qui a fait naître des rumeurs selon lesquelles les architectes avaient quitté le projet pour des raisons financières. Le projet Intempo est à nouveau abandonné pendant plusieurs années. Puis, en 2017, une société basée dans le Connecticut, SVP Global, l'a repris et l'a réorganisé. Après avoir investi 60 millions d'euros, ils ont réussi à terminer le projet et ont même affronté les obstacles de la pandémie Covid-19. 15 ans après le début des travaux d'Intempo, et après plusieurs changements de propriétaires et problèmes financiers, le gratte-ciel a finalement ouvert ses portes en 2021. Situé dans l'hôtel Radisson Collection, l'aquarium Aquadome de Berlin était le plus grand aquarium cylindrique du monde. Une hauteur de 25 mètres et contenant 1 million de litres d'eau. L'Aquadome était la pièce maîtresse de l'hôtel et abritait plus de 1500 poissons tropicaux de 100 espèces différentes. L'Aquadome était également doté d'un ascenseur transparent en son centre, permettant aux clients de l'hôtel de voir les poissons nager de près. L'immense aquarium devait être entretenu et nettoyé régulièrement pour assurer la sécurité des poissons et des clients de l'hôtel. Mais le matin du 16 décembre 2022, l'Aquadome éclate inopinément, déversant 1 million de litres d'eau de mer dans le hall de l'hôtel et dans la rue. Le déversement soudain d'eau a dévasté l'intérieur de l'hôtel et détruit l'entrée du bâtiment.
La force était telle que les sismographes locaux ont détecté des ondes de choc dues à l'effondrement de l'aquarium. Heureusement, l'incident s'est produit tôt le matin, en présence de quelques personnes seulement. L'effondrement de l'aquarium a fait 2 blessés qui ont été hospitalisés. Les autorités affirment que si l'incident s'était produit aux heures de pointe, il y aurait pu y avoir des morts. Une théorie veut que l'aquarium se soit fissuré et effondré à cause d'une baisse de la température de l'air. Les experts pensent que l'écart de température important entre l'eau chaude à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur pourrait avoir provoqué la fissuration de l'aquarium. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la tour penchée de Pise attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des monuments les plus célèbres d'Italie. Sa popularité indéniable découle d'une erreur de construction. Construite à l'origine au XIIIe siècle, la tour devait être le clocher indépendant de la cathédrale de Pise. L'inclinaison notable de 4 degrés de la tour est apparue dès le début de sa construction en 1973. Elle a commencé à pencher lorsque le 2e étage a été construit. En raison d'un sol meuble et instable et d'une fondation de seulement 3 mètres de profondeur, la tour a commencé à s'incliner. Peu à peu, le sol n'a plus supporté le poids de la structure. Comment la tour a-t-elle pu résister au fil des ans? Pourquoi ne s'est-elle pas effondrée et reste-t-elle toujours aussi inclinée? Une source suggère que la tour a survécu à la construction grâce à une longue pause qui a permis au sol de se tasser sous son poids. Un siècle plus tard, en 1272, la construction a repris et une inclinaison notable est apparue pour la réparer. Les ouvriers construisirent les murs de la tour plus haut d'un côté que de l'autre. Au fil des siècles, la tour penchée de Pise est restée stable, malgré son inclinaison, alors que le sol se tassait lentement. Le problème de stabilité de la tour est devenu critique pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque certaines parties de l'Italie ont été bombardées, dit que les soldats américains, captivés par la beauté de la tour, ont choisi de ne pas la détruire, la sauvant ainsi de la démolition. Toutefois, à la fin du XXe siècle, la tour penchée risquait toujours de s'effondrer. En 1990, le monument a été fermé au public pendant 11 ans, parce qu'une étude récente a révélé que la pente avait atteint 5,5 mètres et qu'elle continuerait à augmenter. La contre-structure a été révisée. Le sol autour des fondations a été remplacé par un sol plus stable. À la fin du projet, la pente de la tour avait diminué d'environ 45 cm, assurant ainsi sa stabilité pour au moins 200 ans. La tour incurvée est aujourd'hui une icône de Pise, symbolisant le patrimoine de la ville et du pays.